Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live, 71e édition. J'espère que ça marche aujourd'hui. Normalement, Facebook ne fera pas de farce. On devrait être en direct, pas besoin de rediffusion. Vous pourrez poser vos questions et on va y répondre. Ça va être fun. Je suis super content d'être là cette semaine. J'ai failli me retrouver seul, j'ai eu bien l'impression, face à notre invité. Mais finalement, celui qui a pris un gros choc à la tête, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ça n'a pas arrangé, hein. Vous pouvez le voir un petit peu à l'écran. Mais bon, il n'a pas trop perdu la mémoire, il va bien, il a le sourire. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien. Content d'être là, content de retrouver tout le monde ce soir. Avec un invité que l'on connaît très bien, qui fait partie de notre ligue, que l'on a vu évoluer de son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, qui a très très bien progressé, qui progresse de plus en plus fort ces dernières années. Donc pas mal de questions pour notre invité, Julien, ce soir. Ensuite on parlera un petit peu de ce qui s'est passé, côté MXGP, côté MXUS. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le fait d'avoir pris un choc à la tête, ça me permet de parler avec aisance et un peu plus de facilité. Je pense que j'allais le dire tout à l'heure, je pense que finalement ça t'a arrangé. Ouais. Donc c'est super, c'est super. Je suis content. Bon allez, trêve de plaisanterie, on parlera peut-être de ton crash si ça intéresse les gens, évidemment. Parce qu'avec nous ce soir, on le connaît très bien, comme tu l'as dit Blaise. Sans doute le pilote le plus apprécié, et en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est le plus combatif du plateau SX2. C'est sur le podium l'année dernière d'ailleurs, le championnat SX Tour 2018, c'était la révélation qui se révèle en 2019, vainqueur à Agen ce week-end à Walibi. Tenant de la plaque rouge, et ça c'est la classe, c'est Julien Roussali. Comment ça va, Julien? Salut les gars, ça va nickel, ravi d'être avec vous ce soir. Et voilà, d'avoir la plaque rouge, c'est sûr que c'est vraiment bien. Je suis vraiment content et j'espère que maintenant je vais la garder un petit moment. Ouais, très franchement, après ton podium l'année dernière au Supercross, du coup, Six Tours, est-ce que à quoi tu t'attendais cette année? Est-ce que tu t'es préparé en étant, tu vois, dans le team de B à te dire, cette année, voilà, j'ai fait podium l'année dernière, cette année c'est le titre. Est-ce que tu avais cette mentalité-là quand tu t'entraînais? Oui, vraiment, je savais que j'allais être attendu au tournant parce que voilà, le faire une saison c'est bien, mais je savais que j'allais être attendu dès la première épreuve cette année et qu'il me fallait répondre au présent. Donc voilà, d'abord ça a commencé, on s'est entouré des bonnes personnes, on avait pas mal de demandes l'année dernière, on a pas mal été contactés, et donc avec mon entourage, on a essayé de prendre les meilleures décisions et de s'entourer des personnes les plus professionnelles et les meilleures possibles pour moi, pour mon évolution. Et donc voilà, j'ai rejoint le team de B Moraco donc là, à la fin de l'année dernière, après ma saison l'année dernière. Et voilà, c'est des personnes vraiment motivées, agréables, et l'ambiance au sein du team est vraiment top. Et je pense que ça, c'est vraiment bien pour avancer dans la bonne direction et avoir de bons résultats. Donc voilà, ça a commencé par là. Et après, j'ai fait la saison de motocross. C'était pas vraiment dans mon programme au début, quand j'ai signé avec le team, mais j'avais vraiment à cœur de la faire pour me renforcer musculairement. C'est pour ça aussi que j'ai roulé avec la 450 en motocross. Et voilà, je pense que c'est aussi important de rouler en motocross pour préparer une saison de supercross. Ça file la caisse, ça donne du rythme et ça prépare au mieux, quoi, plutôt que de rester chez soi ou s'entraîner de son côté. C'est toujours bien de faire des courses, je pense. Donc voilà, ça c'était un autre point. Et après, donc la préparation de Supercross a démarré. Et donc là, j'ai préféré arrêter le motocross et me consacrer principalement au Supercross pour être prêt d'entrer comme je le souhaitais donc à la première épreuve. Et voilà, c'est un choix qui s'est avéré efficace puisque j'ai fait deux donc il y a 15 jours à Clermont. Et du coup, ma première victoire en SX Tour le week-end dernier à Gênes. Ouais, t'as l'air en forme en ce moment. Comment ça se passe par rapport à la saison dernière? Tu l'as dit, tu t'es entouré des bonnes personnes. Explique-nous. Est-ce que c'est facile ou est-ce que tu as les bonnes personnes au niveau physique, niveau technique, moto? Comment ça se passe pour ça? Euh, pour ça, ça change un peu plus que l'année dernière. J'ai besoin d'être un peu plus sérieux dans mes entraînements, dans ma préparation, un peu tout. Puis ça m'a rendu un peu plus professionnel. Il me faut voilà, faire le lien avec le team, avec mes sponsors entre guillemets perso et voilà et mes entraînements. Mais bon, je pense que m'enlève un poids aussi parce que j'avais un peu plus de choses à gérer peut-être, même si c'est pas vraiment grand-chose l'année dernière. Et là, je suis vraiment focalisé sur mes entraînements, sur mes courses le week-end de course où tout le team de B est derrière et me propose le plus gros soutien, le plus gros suivi. Et puis après, ouais, je pense que c'est ça, un peu plus professionnel et puis plus de détermination, plus d'envie aussi.
Et après, j'ai pris conscience que je pouvais rouler devant et maintenant j'en suis conscient. Donc, je sais où est ma place et je donne tout pour y arriver tous les week-ends. Ouais, j'avais une question par rapport à ça, le changement de team. Tu avais été dans une structure familiale, tu avais quand même du bon matériel, tu avais du bon soutien. Est-ce qu'il y a eu quand même un temps d'adaptation, même si voilà, le team de B c'est quand même un team très pro, comme tu l'as dit. Je pense que le matériel, il n'y a aucun souci là-dessus et tout ça, mais ça demande quand même un petit peu d'adaptation. Alors que l'année dernière, c'est plus ou moins toi qui choisissais un peu tes sponsors, qui choisissais les pièces que tu voulais mettre sur ta moto. Est-ce que là, tu as accès quasiment à tout ce que tu veux? Est-ce que le team de B Monaco répond à toutes tes attentes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'année dernière, c'est ça, j'avais le choix vraiment avec toutes les pièces, que ce soit pour la moto, à côté, etc. Et cette année, donc voilà, en signant déjà avec le team de B, je savais que je roulais donc sur des Husqvarna, des motos qui se rapprochaient déjà des motos que j'avais l'année dernière. C'est des motos déjà très performantes à la base, donc voilà, et en plus ça me changeait pas trop par rapport à l'année dernière, donc ça c'était top. Et puis après, concernant les suspensions et la préparation moteur, j'avais le libre choix de faire préparer à qui je voulais, donc de travailler donc avec le préparateur que je voulais. Donc pour le moteur, on est reparti comme l'année dernière parce que j'avais vraiment eu une bonne moto l'année dernière. Donc c'est Jérôme Sali de SR Motorsport qui s'occupe de la préparation moteur. Donc voilà, j'ai une moto que je connais parfaitement, elle se rapproche de celle que j'avais l'année dernière à ce niveau-là. Et au niveau des suspensions, on s'est rapproché donc avec l'ensemble du team de 442 suspensions, donc Peter Germain, voilà, qui est vraiment quelqu'un de professionnel, où c'est vraiment facile de travailler avec lui. Je me suis rendu chez lui plusieurs jours pour procéder à des testings, etc., pour être vraiment prêt dès la première épreuve. C'était aussi son objectif à lui. Et donc voilà, ça se passait vraiment bien déjà avec ces deux personnes et ces deux critères très importants, je pense, pour bien rouler en supercross, se sentir à l'aise et en confiance avec sa moto. Et après, l'ensemble des sponsors du team de B propose vraiment du bon matériel, j'en suis vraiment content. Et puis, l'ensemble de l'autre matériel, c'est vraiment des petits détails, etc. Et on s'y habitue relativement vite. Que les suspensions et le moteur, et même la moto, la marque de la moto, je pense que c'était vraiment important d'être en confiance avec et d'avoir vraiment ce qu'on voulait, quoi. Et toi, justement, qui a connu à quelques années d'intervalle la structure familiale et la structure plus pro avec le team de B, qu'est-ce que tu citerais, toi, comme avantage et comme inconvénient d'être dans une structure comme ça? Comme avantage, c'est déjà l'aspect financier. On dépense beaucoup moins d'argent. Puis c'est aussi le fait que c'est plus professionnel, on est plus cadré, comment dire, plus pris en main, entre guillemets. Voilà, on sait ce qu'on a à faire et puis on a que ça à faire. Voilà, tout ce qu'il y a autour, les petits détails, voilà, c'est géré par la structure en gros. Et après, des inconvénients, pas forcément, on est peut-être un peu moins libre dans nos choix, ça pourrait être ça l'inconvénient. Mais honnêtement, cette année, pour l'instant, et c'est même pas pour l'instant, je pense que ça se passera très bien. Je ne suis vraiment pas déçu parce que l'ambiance est bonne. Enfin, le Hervé Broyer, le team manager, ne met pas vraiment de pression. Il sait de quoi on est capable. Nous, on sait ce qu'on a à faire et on se donne à fond pour y arriver. Donc, il n'y a pas vraiment d'inconvénient, je pense que d'être dans une structure professionnelle. En tout cas, celle-ci, après les autres, je ne sais pas. Et d'ailleurs, par rapport à ton évolution, est-ce que tu t'entraînes seul de ton côté ou voilà, avec ton cousin ou plutôt avec les membres de ton team, à savoir Cédric Chouberas par exemple? Ouais, mais je m'entraîne seul la plupart du temps parce qu'on n'habite pas vraiment à côté avec Soub et même avec Julien Lebeau qui a rejoint le team pour la saison du Supercross. Et donc la plupart du temps, je m'entraîne seul. Après, je suis pas vraiment loin de par chez eux. Donc de temps en temps, je me suis rendu avec eux pour qu'on s'entraîne ensemble, qu'on fasse des tests ensemble, etc. Et après, plusieurs fois, je me suis rendu donc chez Hervé Broyer, l'entraîneur, où j'ai passé quelques jours. Il y avait Soub et Julien Lebeau aussi. Et donc on roulait là-haut tous les trois et c'est aussi bien pour travailler. Ça nous tirait mutuellement, puis on pouvait changer sur certains points puisqu'on roule sur les mêmes motos. Donc c'était bien aussi de rouler là-haut avec eux. Et puis c'est aussi plus professionnel. Enfin, on fait des petits training camps, quoi. C'est une bonne ambiance et ça permet de bien travailler aussi. Donc c'est top, ouais. D'accord. Ouais. Il y a Bobby Lapointe dans une question sur Facebook qui nous demande si la Husky est mieux que la KTM. On avait une autre question, je ne sais plus qui c'était, qui nous demandait. Alors on sait que c'est des motos très similaires, mais c'est quoi les différences que tu as ressenties quand tu es monté sur les deux?
Déjà, Oh, est-ce que tu as essayé les deux d'origine avant de les préparer comme tu avais besoin? ouais, j'ai essayé les deux d'origine. Après, honnêtement, moi, je vois vraiment pas beaucoup de différence. C'est juste au niveau du guidon. Moi, l'année dernière, avec la KT, j'étais obligé de changer les guidons. Le galbe d'origine m'allait pas vraiment bien, mais cette année, je roule même avec les guidons d'origine. Les Pro-Taper d'origine, ils me conviennent parfaitement. Donc, il n'y a que à ce niveau-là qu'il y a un petit changement pour moi. Après, le reste, le comportement de la moto, etc., enfin, pour moi, c'est vraiment pareil. J'ai pas eu de différence. Et est-ce qu'une moto comme la tienne est énormément préparée par rapport à l'origine? Alors, ma moto de course, oui, parce qu'on y met un double injecteur et elle est vraiment travaillée, l'ensemble du moteur, etc. Donc, au niveau du moteur, elle est quand même bien travaillée. Mais après, par exemple, ma moto d'entraînement est d'origine, et à part avec une ligne à Krapovic. Mais je roule toute la semaine donc avec ma moto d'origine et je fais la transition le week-end avec mon moto de course. Pour ça, j'arrive assez bien à m'habituer, donc ça, c'est top. Mais après, au niveau de la préparation, mon moteur, il n'y a vraiment pas. Enfin, il y a vraiment avec ma moto de course, mais on est capable de rouler une fois avec une moto d'origine Husqvarna 2020, je pense. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Toi- Et toi- en motocross, tu parlais du motocross tout à l'heure, tu s'étais peut-être pas prévu au début, tu as voulu en faire un petit peu. Ton objectif quand même, ça a toujours été le supercross pour cette saison 2019. Est-ce que en motocross, tu as roulé à 80% ou est-ce que tu t'es quand même donné à fond pour te jauger un petit peu par rapport aux autres? Comment ça s'est passé pour toi? Non, à motocross, honnêtement, je me suis donné à fond. Après, j'avais à cœur de rouler avec la 4,5 aussi parce que c'est une moto que j'aimais vraiment bien, que j'ai essayé dans l'hiver et ça me convenait pas mal. Après, Ah, la 3,5 du coup, t'as pas voulu, t'as pas eu ouais, c'est l'option ou ça. tu préférais ça que la Je, 3,5? je préférais avoir une 4,5 plutôt qu'une 3,5. J'avais roulé avec la D'accord. 3,5 l'année dernière et ça s'était bien passé, mais je trouvais qu'avec la 3,5, il fallait quand même vachement attaquer pour pouvoir rivaliser avec les 4,50. Ouais. Et ça demandait enfin, un physique un peu plus consistant, je trouvais. Et je préférais rouler avec la 450. Mon pilotage, je pense qu'il correspond un peu plus. Il faut être plus coulé et plus gérer les gaz de la moto, quoi. Donc voilà, je préfère rouler avec la 4,5. Et après, je pense que je m'étais bien préparé quand même l'hiver. Dès que le SX est terminé, j'ai sauté sur la 4,5 pour essayer d'être prêt pour le motocross. Et donc j'avais bien commencé, même au cross inter à Sommières, je pense que je roulais pas trop mal. Et après la première épreuve à Castelnau-de-Lévis, je me suis pas blessé, mais j'avais un kyste au niveau de la cuisse et j'ai dû me le faire enlever. Et donc ça m'a stoppé pendant un mois et demi. Et donc voilà, c'est toujours du temps à quasiment rien faire et c'est un peu du temps de perdu. Et donc quand je suis revenu, je pense que j'étais peut-être un peu moins bien qu'avant. Mais bon, je donnais quand même tout sur les courses et j'ai scoré 2 ou 3 top 10, je crois, à l'Elite Mixon. Donc c'était quand même pas mal, même si physiquement j'avais un petit peu de mal à finir les manches. Et du coup, si je me rappelle bien, quand tu étais venu la première fois sur notre live, tu étais encore en lice avec les études, non? Oui, C'est bien oui, ça. oui. Et comment ça a Ouais. commencé à l'heure actuelle? Est-ce que tu as pu poursuivre les études en étant dans un team ou est-ce que c'est pas du tout possible ou envisageable? Si, si, ça c'est toujours pareil. En fait, je suis le même cursus. Là, j'en suis à ma deuxième année d'un DUT technique de commercialisation. Et j'avais certainement dû vous l'expliquer la dernière fois, mais je le fais en 3 ans au lieu de 2 ans qui est le cursus normal. Ouais, c'est le Comme ça, cursus aménagé pour les sportifs en fait. ouais, voilà, j'ai un emploi du temps aménagé qui me permet de faire de la moto à côté. Et donc voilà, j'ai validé ma deuxième année cette année-là, donc il y a 15 jours. Et donc voilà, je suis tranquille pour tout l'été, mais en septembre, il faudra y retourner parce qu'il me reste encore donc une année à finir. Et donc je validerai mon DUT technique de commercialisation, ça s'appelle. Et voilà, après le DUT, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que en fonction de ma situation à la moto, etc., je verrai quelle décision prendre, si je continue, si après je me consacre au maximum à la moto. Mais bon, on va voir. Pour l'instant, j'arrive à faire les deux, à jongler avec les deux, donc je pense que c'est bien comme ça. Et tant que c'est possible, je continuerai comme ça, je Tu trouves pense. ça difficile justement de jongler études et moto ou c'est faisable? C'est sûr que ça serait mieux de faire que de la moto. Après, ça reste faisable, je pense quand même. Il faut juste s'organiser un peu plus et puis optimiser son temps de travail, entre guillemets. J'ai souvent cours le matin, par exemple, et l'après-midi, j'ai mes après-midi de livre. Donc,
me faut m'organiser pour pouvoir partir à midi, aller m'entraîner l'après-midi ou faire des petits trucs comme ça, quoi. Après, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir partir une semaine, rouler par exemple en Espagne quand il fait mauvais chez nous, ou enfin, des situations comme ça où il faut partir plusieurs jours, là c'est un peu compliqué. Mais pour s'entraîner une semaine type, entre guillemets, quand on reste à la maison, je pense que c'est jouable, quoi. D'accord. Et une semaine type de Julien Roussali, c'est combien d'heures de sport par semaine? Tu sais le dire comme ça à peu près ou pas? Combien d'heures de sport, je ne saurais pas trop dire. Après, là, quand on enchaîne les courses un peu tous les week-ends, j'essaye de faire 2 à 3 fois de moto par semaine. Et donc déjà, ça prend pas mal de temps. Après, j'essaie de faire du sport pour m'entretenir un peu tous les jours. Mais quand, par exemple, on a la course le samedi soir, donc on passe le dimanche à rien faire ou on fait un petit décrassage. Et après, c'est là où j'essaie de rouler le lundi, mardi et mercredi. Voilà, pour rouler au maximum, je trouve qu'en supercross, plus je roule, plus je suis à l'aise et confiant sur la moto, etc. Donc, je pense que 2 à 3 roulages par semaine, c'est ce qui me convient. Et donc après, par contre, faire des longues charges de travail, je mets souvent du temps à récupérer. Donc, j'aime bien rester tranquille le jeudi, vendredi, avant de faire la course le samedi qui arrive, quoi. Donc, ouais, j'ai 2 jours assez tranquilles dans la semaine, et après le reste, c'est pas mal de moto, ouais, surtout la moto. D'accord. Donc toi, tu préconises vraiment le meilleur moyen d'être fort en moto, c'est de faire quand même de la moto. En fin de compte, Oui, le physique de la moto, c'est là qu'on l'a, quoi. oui, c'est d'abord là, puis c'est le physique, puis l'aisance avec la moto, et après, il y a tout qui se cumule, et c'est un ensemble qui fait que je pense que c'est mieux pour progresser, et mieux même physiquement, plus de moto, enfin, plus on fait de moto, plus c'est mieux, je pense, pour tenir les manches, etc., quoi. Bon. Jean-Christophe Basqueto, on a reçu sur le live, qui pose une petite question qui te demande pourquoi il t'arrive de dominer en SX2 et pourquoi tu n'as pas la même réussite en MX. On a posé un peu la question, Jean-Christophe arrive un peu tard, mais on a posé un peu la question tout à l'heure, mais voilà, explique-nous un petit peu si c'est parce que tu es vraiment plus à l'aise en supercross ou voilà, est-ce que tu as plus de facilité dans une discipline ou dans l'autre. Comment tu le ressens toi? Ouais, je saurais pas vraiment l'expliquer parce que j'ai quand même l'impression de tout donner en motocross. Après, peut-être que ma préparation n'est pas assez bonne pour le motocross. L'hiver, par exemple, je pars pas dans le sable ou faire des grosses semaines d'entraînement, etc. Et c'est peut-être ça qui me manque aussi. Après, l'option de rouler en MX1, c'est peut-être pas la meilleure option pour rouler devant parce que aller s'intercaler entre les têtes d'affiche en MX1, c'est quand même assez compliqué. Donc il y a peut-être ça aussi, mais je pense que ouais, c'est surtout au niveau de ma préparation. Et puis après, je ne saurais pas trop l'expliquer. Peut-être que j'y crois pas assez en motocross ou quoi que ce soit. Je sais pas, je saurais pas vraiment l'expliquer. Le motocross Peut-être peut plus de devenir passion, d'attirance pour le supercross, peut-être aussi. Est-ce que ça peut venir de Ouais, là? aussi, ça me plaît beaucoup plus de m'entraîner, de faire tout ce qu'il y a autour aussi en supercross. Et même ouais, les jours des courses en supercross, je m'implique peut-être un peu plus. C'est peut-être là que ça s'explique. Mais l'année prochaine, j'aurai vraiment à cœur de redescendre en 2,5 en motocross. Je pense, j'ai rien décidé pour l'instant, mais ça me plairait de faire une saison en 2,5 et essayer de me préparer au mieux pour essayer de m'intercaler dans un bon top 5 en 2,5. Voilà, ça fait 2 saisons du coup que je suis en 4,5. Et voilà, essayer de redescendre en 2,5, ça peut peut-être être une bonne option si je m'entraîne comme il faut, si je me prépare comme il faut et si j'y crois aussi comme il faut. Ouais, ce que j'allais te demander, le fait de redescendre en 2,5, ça peut être le motocross peut devenir une de tes priorités du coup pour les années suivantes. Ouais, mais j'aimerais rouler devant un motocross et un supercross. Après, cette année, on a fait le choix de se focaliser un peu plus sur le supercross parce que les calendriers se chevauchaient aussi. Là, ça fait presque un mois où les pilotes qui font le motocross et le supercross enchaînent un week-end en motocross, un week-end en supercross. Et ça ne permet peut-être pas d'être au mieux dans une seule discipline. Donc, on avait fait ce choix en début d'année et ça a peut-être impacté un peu la saison de motocross. Mais après, ouais, j'aimerais vraiment un jour rouler devant un motocross comme un supercross et en tout cas, je me donnerai les moyens pour y arriver, je pense.
Tu aimerais aller aux US On a- à l'entraînement par exemple, comme le fait Souberas, comme l'a déjà fait Tomado, voilà, comme le font certains pilotes. Est-ce que toi, si l'occasion se présentait, tu sauterais sur cette occasion-là? Oui, oui, je pense que comme beaucoup de monde, je sauterai sur. Ah, petit blocage. Mince, on a perdu notre invité. Ah, c'est la connexion dans le terme qui est pas optimale. Ça va revenir, certainement. Espérons-le. Voilà. Ben Ouais. voilà, c'est les aléas du direct. Il nous arrive toujours une pêche. Quand c'est pas Facebook, c'est nous. Bon, on va attendre qu'ils reviennent. Moi, j'avais une question intéressante de Théo Roussali. Il connaît bien, je pense. Je connais très bien. Et, non, ouais, sympa. Allez-y, envoyez des questions. Ah, c'est bon, ça y est. C'est bon. Ça y est, Ah, avec un ok. petit fou, On on a arrive cru que c'était plein. parce que Suez, du coup. Je me suis dit, ça y est, c'est barré déjà. On lui a posé la question, il a pris l'avion. C'est pas coupé. Non, et ouais, on parlait des US et ouais, j'aimerais vraiment y aller si l'occasion se proposait. Ça me plairait vraiment, vraiment d'essayer. Après, j'ai conscience que les pistes, etc., ça change vraiment là-bas. Mais je pense qu'on est capable de s'y habituer. Et si on roule bien en France en SX Tour, je pense qu'on a notre place en finale aux US. Donc il faut se donner les moyens, s'entraîner là-bas, je pense, longtemps aussi pour s'habituer aux pistes, au climat, enfin à tout ce qu'il y a là-bas, quoi. Mais si j'ai l'occasion, c'est sûr que je sauterai sur l'occasion. Ouais. Bon, parfait. Ouais, En ouais. commentaire, on Théo change. Roussali qui nous disait, Oui. qui nous disait que ta plus grosse motivation en fait pour le Supercross c'était surtout les primes. Après tu sais que on n'aime pas parler d'argent dans les lives, mais parlons-en un peu quand même. Est-ce qu'on peut bien vivre aujourd'hui du motocross en France quand on a la plaque rouge par exemple de leader de Ouais. SX2. Quand on gagne, c'est sûr que ça commence à être intéressant. Après, il faut vraiment prendre en compte tout ce qu'il y a autour aussi, parce que l'ensemble des déplacements, ça coûte pas mal. Puis, il faut arriver à vivre, enfin à vivre, entre guillemets, de la prime qu'on gagne le week-end, la semaine. Pour moi, par exemple, qu'il n'y ait pas de salaire fixe ou quoi que ce soit. Après, je sais que les meilleurs de la catégorie, en SX1, etc., ont de quoi vivre, puisqu'ils font que ça, que ce soit les Soubera, Saranda, etc. Mais après, à mon niveau, je commence à gagner un peu d'argent. Mais bon, j'ai pas un appartement à mes frais, j'ai pas une voiture à mes frais, etc. Donc, pour en vivre comme est ma situation actuelle, ça va. Mais si j'avais vraiment un appartement, etc., tout ce qu'il y avait autour, je pense que ça serait encore impossible. Donc, on gagne un peu d'argent, mais il n'y en a pas assez pour vivre comme il faut, en tout cas dans ma situation en 2,5, même si je roule devant. Ouais. Ouais, compliqué. Ça vient du fait d'être en 2,5, que les 2,5 sont beaucoup moins Oui. payés quand même qu'en 4,50. Ouais, il y a ça, il y a cette différence-là. Et après, on est aussi, donc en été, là, on n'a qu'un soir à chaque course. Donc, on a des déplacements pour une seule soirée de course. Donc, on gagne donc qu'une prime, en gros, entre guillemets, dans le week-end. Après, quand arrive la saison indoor, là, on a 2 soirs par course souvent. Donc, on a des primes qui s'additionnent. Et là, déjà, ça devient un peu plus intéressant. Puis après, quelques supercross à l'étranger, etc., où les primes sont un peu plus élevées. Et, euh, et la fin d'année se passe souvent mieux au niveau financier que l'été, là, ou surtout que la saison de motocross. Ouais. D'accord, ça, Ouais. enfin, juste pas pour donner des chiffres, mais juste quand on est devant en SX2, est-ce qu'on a assez d'argent pour vivre une année complète, tu vois, de ne pas avoir à puiser dans ses fonds personnels pour vivre. Ouais. Je pense que c'est possible. Après, je connais pas exactement leur situation, mais des mecs comme Tomado, Yannis Hirsuti, etc., je pense qu'ils font que ça et ils doivent gagner assez d'argent pour en vivre. Après, je sais pas quelle est leur situation, s'ils ont quelque chose à côté ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il Oui. y aurait quand même moyen. Ça, Ouais. ça dépend aussi peut-être du nombre de courses qu'ils font. On a Hugo Manzato qui parle du Supercross de Dortmund. Il dit que tu es devenu millionnaire là-bas. Pour l'Allemagne et l'Ariana Cross en Angleterre aussi. Est-ce que tu as déjà des plans? Est-ce qu'avec le team de B Monaco, ils te laisseraient rouler là-bas dans un autre team, évidemment, avec la même moto, je suppose. Mais Ouais. enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as prévu d'aller là-bas? J'aimerais aller là-bas et c'est toujours un plus et bien pour nous, en tout cas en tant que pilote, de rouler là-bas.
Après, le team de B-Monaco, donc j'ai un accord pour rouler là-bas, mais il me faudra rouler donc sur des Husqvarna, puisque le team a l'aide de Husqvarna Europe, donc il me faudra rouler sur une Husqvarna à l'étranger. Mais bon, ça me dérange pas forcément parce que je pense que rouler sur une autre marque, ça m'aurait pas vraiment convenu. J'avais roulé avec des Kawa l'année dernière en Allemagne et j'avais eu pas mal de mal à m'habituer comme ça sur un week-end de passer donc de l'AKT que je roulais en France à la Kawa, qui est une moto vraiment différente de l'AKT. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de plan. Après, c'est sûr que si on fait des bons résultats en France, le SX Tour, c'est quand même le championnat référence en France, quoi. Donc les teams, ils le suivent quand même comme il faut. Et donc si on roule bien en France, il n'y a pas de raison de pas trouver quelque chose dans les autres championnats, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, ou après même en Hollande, il y a pas mal de petites courses qui sont sympas à faire. Ouais. Bon, on n'est pas prêt de te voir sur le Touquet, quoi. Le Touquet, pas encore. Ça fait un Je pense moment qu'on verra Blaise avant Julien même. Ouais, peut-être. S'il perd un pari. Ça serait pas impossible. Oui, c'est impossible. Ouais. Voilà, tout le monde qui te demande si tu fais des supercross à la Tremblade, Lyon. Bon, je pense pas que tu quittes le championnat en plein milieu. Donc, tu oui, voilà, sur la C'est fin du ça. championnat. La Et Tremblade. on a Lucas qui nous a posé plusieurs fois la question. On va revenir un petit peu sur les US. Concrètement, Ouais. tu as eu une opportunité. Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec 2B ou pas du tout? Est-ce que c'est pas du tout dans les moyennes du team aujourd'hui? Honnêtement, j'en ai pas parlé du tout avec 2B. Pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment le Pro X6 Supercross et le SX Tour. Après, on n'a pas du tout discuté pour l'année prochaine ou pour les US, etc. Pour l'instant, j'ai vraiment pas de proposition à ce niveau-là. J'essaie de me concentrer au maximum sur le Pro X6 et le SX Tour. J'aimerais être devant dans les deux disciplines, même si ça n'a pas très bien commencé à Châteauneuf-les-Martigues au Pro X6 Supercross. Mais bon, c'était que la première épreuve. Au Pro X6, il y a 3 finales aussi, donc on marque 3 fois des points. Donc ça fait encore plus de points à distribuer et je pense qu'il y a moyen de se rattraper. Donc voilà, maintenant, l'objectif, c'est vraiment ça. Et pour l'instant, on ne s'est pas posé la question sur autre chose, quoi. Ouais. Bon, parfait. Est-ce que Nico, on passerait pas rapidement sur les épreuves qu'il y a eu ce week-end? Ouais, À part cette allez, autre ça question. roule. Du coup, on va commencer par les US parce qu'il y avait des courses aux 4 coins du monde. Et avant de partir aussi aux US, parce qu'on parle de Supercross, il y avait un Supercross, ce qu'on appelle un Supercross facile, entre guillemets, qui est assez connu chez nous, c'est le Supercross de l'Isaac. Julien, je sais pas si tu y as déjà roulé. Si, ouais, j'avais roulé une année. C'était vraiment un beau Supercross bien organisé. Il y a tout Ouais. qui est réuni pour passer une bonne soirée. Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, franchement, c'est vrai que moi pour l'avoir fait aussi, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la chance et le niveau surtout de rouler un SX Tour, c'est des épreuves, je trouve ça cool quoi. En tant que pilote, voilà, ils font passer les pilotes régionaux comme nous que pour des stars, le public, c'est pas forcément un public de connaisseurs non plus, c'est la fête du village, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent et c'est vraiment la fête. Bon, malheureusement, toi Blaise, cette année, t'es pas arrivé jusqu'au bout, mais et qu'est-ce que vous en pensez de ce type d'épreuve? Vous pensez que ça peut être un tremplin pour faire du supercross plus tard, pour des jeunes amateurs, ou quand même, il y a vraiment un fossé entre le vrai supercross et ça? Honnêtement, je pense qu'il y a quand même un fossé entre le vrai Supercross et ça, mais ça plaît vraiment à tous les pilotes amateurs, etc. Parce qu'ils se mettent un peu dans la peau, en gros, d'un pilote de Supercross. Et puis toute la soirée, tout ce qui est organisé autour, c'est ça aussi qui rend la soirée encore plus belle. Et puis après, ouais, c'est vrai que les pistes sont quand même relativement faciles par rapport à un vrai Supercross, mais je pense qu'ils sont quand même obligés parce que souvent les pilotes amateurs n'ont pas des suspensions réglées pour le Supercross ou n'ont pas les aptitudes qu'ont les pilotes de Supercross, etc. Donc je pense que c'est quand même nécessaire de faire des pistes accessibles et ça n'empêche que ça fait de belles soirées ou de belles bagarres aussi sur la piste. Et souvent, dans des supercross comme ça, il y a quand même une catégorie pro ou quelque chose comme ça. Et pareil, dans la catégorie pro, on arrive quand même à avoir des belles bagarres ou que les meilleurs pilotes de supercross sont souvent devant aussi dans les supercross comme ça, quoi. Donc ça reste ça reste pas un vrai supercross, mais ça s'y rapproche quand même fortement, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, Julien, pour l'avoir fait. C'est plutôt un motocross hyper intense,
qu'un supercross, que la ressemblance avec un supercross, quoi. Parce qu'il manque les whoops, il va manquer des enchaînements un peu difficiles à passer où il faut être précis. Il manque quand même pas mal d'ingrédients du supercross qui sont assez techniques, assez difficiles et représentatifs du supercross sur des épreuves comme ça. Mais ça n'empêche pas, comme tu l'as dit, que c'est une magnifique épreuve. Ce sont des magnifiques épreuves parce qu'il n'y a pas que celui-là, petit supercross. Alors pour l'appellation supercross, c'est parce qu'il y a un temps autour qui est assez réduit. Et c'est ça qui fait que légalement il faut l'appeler supercross. C'est pas tellement par rapport aux difficultés, aux enchaînements, il faut voir ça aussi. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas en faisant une épreuve de supercross facile qu'on va devenir champion SX Tour. Je pense pas. Oui, Je c'est pense sûr. que c'est un peu compliqué. C'est sûr. Avant de basculer aux US, encore une fois, une question de Jean-Christophe Vasquetto qui me demande si Prince de Paris 2019 c'est un objectif. C'est sûr que c'est l'objectif. J'aurais peut-être pas misé sur ça avant la saison qui est arrivée là, mais c'est sûr que c'est vraiment le rêve. Si je gagne à Paris, je sais pas vraiment ce que je ferai, mais je pense que j'en reviendrai pas. Et puis voilà, j'ai déjà gagné une finale donc à Agen, et même s'il y a deux trois Américains en plus ou quoi que ce soit sur des circuits comme au SX Tour où le départ va être important, même si la piste de Paris est vraiment plus grande et bien améliorée. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir gagner, quoi. Donc, ça reste vraiment l'objectif. À Paris aussi, il y aura trois finales. C'est un format avec trois finales, donc il faudra être présent sur tout le week-end, consistant. Ça fait 6 finales le week-end. Donc, il faudra prendre de bons départs, être consistant. Mais bon, maintenant que j'ai gagné une finale, j'espère que ça en amènera d'autres. Et si je peux en gagner à Paris, ça sera vraiment grandiose. Si t'en gagnes une, tu peux en gagner 6 quand même. Ouais. Si c'était si facile, ça se serait. Si on te laissait le choix là, comme ça, si tu peux répondre qu'une seule des deux réponses. Tu vois, c'est chiant ça. Ouais. Et c'est entre un titre SX Tour cette année ou gagner juste le SX de Paris. Tu choisirais quoi? C'est compliqué. Macadou, des mecs comme ça, tu vois. Ouais, Je je pense que ça serait quand même cette année le SX à Paris. Au moins, j'aurai d'autres occasions pour être champion SX Tour. Putain. Et bien, Là, on est au- final, on va les enfiler comme des perles. Ouais, voilà. Bon, ça va là, par contre, apparemment, je crois que c'est férié le lendemain, donc si tu gagnes à Paris, Ouais. on fait ça. On fait ça. Tu rentres Ouais, pas dans c'est ça. dans la nuit de dimanche à lundi. On Voilà. risque de te capturer. En plus, il y a une soirée de la Clever School, je crois. Et mon frère et tout ça, ils sont déjà chauds. Donc, à mon avis, on va y finir. Bon. Allez, C'est ça. on va discuter un peu des US. Ce week-end, il y avait l'épreuve sur le circuit de Red Bud qui a été un meilleur état que pour le motocross des nations. Et tu vas me dire les résultats. Moi qui suis très fort en pronostic depuis le début de la saison, Eli Tomac, que j'avais pronostiqué avec la plaque rouge à cette période-là de la saison, a gagné avec un petit 1-2 devant Jason Anderson. Marvin Musquin qui a fait une belle remontée parce que c'était mal barré en première manche. 4e Cooper Webb et 5e Ken Roczen, le poulain de Blaise Abadi. Ouais, On en avait pensé qui est fatigué. c'est quoi là du championnat là? On est à mi-championnat. C'est Julien, qu'est-ce que tu aurais prédit qui toi pour le titre 450 en début de saison? En début de saison, j'aurais dit Thomas quand même, je pense, qui à mon avis en motocross est quand même un cran au-dessus, même si j'aime vraiment Marvin et j'espère que ce soit lui qui gagne à la fin de la saison. Il a commencé un peu doucement, mais là on voit qu'il commence à gagner pas mal de courses, hein. Et donc c'est vraiment encourageant. Au championnat, je crois qu'il est à 34. 30 points. 34 Ouais, points de voilà, retard. 34 points de Tomac, donc c'est pas énorme. Il reste 5 épreuves, c'est ça, non? 4, 5? Ouais, Ça, par contre, quelque chose comme ça. 5, ouais, j'ai dit Cinq. championnat, je crois qu'il en reste 5. Ouais. Ouais, c'est ça, donc c'est encore jouable. Et voilà, je pense que là, il est sur une pente ascendante, même s'il est tombé en première manche, il s'est bien rattrapé dans la seconde. Donc je pense que c'est top pour lui et qu'il est capable d'aller chercher Tomac. Donc ouais, j'aimerais bien Marvin à la fin de la saison. Voilà, au championnat Justin, Eli Tomac à 304 points, Marvin Musquin 270, Ken Roczen est 3e avec 264 points et Jason Anderson 4 avec 252. Juste derrière, Cooper Webb 238 points. Donc c'est vrai que c'est quand même encore serré. Jason Anderson est en train un petit peu de remonter parce qu'il s'est pas loupé sur cette dernière épreuve. Ken Roczen a l'air affaibli physiquement. Ça va être un peu compliqué pour lui pour la fin du championnat. Apparemment, il devait faire des tests
pour voir s'il n'avait pas quelque chose qui clochait. Mais c'est vrai que ça semble un peu compromis pour sa fin de saison à Ken Roczen, malheureusement, parce qu'il avait l'air très très rapide en début. Et bon, ça va pas se terminer du mieux, je pense. Ouais. Après, entre Marvin et Roczen, c'est vraiment les deux, je pense que la plupart des personnes l'affectionnent vraiment. Et j'espère que pour lui, il va se rattraper parce qu'ils ont vraiment une belle image. Puis c'est deux Européens qui sont aux US, donc ça serait top de les voir tous les deux devant en fin de championnat. Et puis avec le parcours qu'a Roczen aussi, je pense que ça serait top qu'il remonte un petit peu la pente en ce fin de championnat. Ouais. Ouais, exactement, on lui souhaite. Moi, c'est lui que je pronostiquais en début de saison. Tout gagner, mais c'est vrai que là, il est rapide, il a les capacités de gagner à mon avis, mais c'est vrai que niveau physique, ça a l'air compliqué pour lui, il termine mal, il faiblit, et je pense que même lui se demande pourquoi il faiblit autant. Voilà, compliqué, on verra ce que la médecine nous révèle. Ouais, après, tu disais, Julien, c'est deux pilotes européens. Tu penses que les pilotes européens sont meilleurs en motocross ou en supercross, là-bas? Là-bas, je ne saurais pas trop dire. Après, peut-être en motocross parce que donc ils ont, que ce soit pour Musquin ou Roczen, ils ont fait une saison de mondial entre guillemets en Europe avant de partir, enfin une ou plusieurs saisons de mondial en Europe avant de partir aux US. Donc ils ont beaucoup roulé en motocross, je pense, avant de partir aux US parce qu'on sait que les pilotes du mondial en Europe font vraiment que du motocross. On les voit très rarement sur des terrains de supercross ou quoi que ce soit. Donc je pense que ils ont certainement plus de facilité en motocross et ils peaufinent leur supercross aux US. Mais que ce soit pour Roczen ou Marvin, ce sont deux pilotes vraiment vraiment techniques. Et je pense que dès qu'ils ont mis les roues entre guillemets sur un supercross, ils savaient en faire quoi et vraiment comme il faut. Donc ils ont dû s'adapter assez facilement aux US et notamment aux pistes US qui sont vraiment différentes. Donc je pense qu'aujourd'hui ils sont capables ils n'ont pas vraiment une discipline où ils dominent vraiment, mais de par leur passé, etc., je pense qu'on pourrait croire qu'en motocross ils sont un peu plus à l'aise. Ouais, j'étais en train de regarder un autre qui a du mal en ce moment, c'est Blake Baggett qui avait fait un début de saison pas mal, autant en supercross, même en motocross, c'était pas si mal. Et là, il termine 7ème de l'épreuve, il prend quand même pas mal de retard au championnat. Il est 8ème au championnat avec pas mal de points de retard, donc c'est vrai que ça se complique un peu pour Blake Baggett qui fait pas mal d'étincelles, mais qui n'arrive pas à être constant sur une saison complète. C'est dommage pour lui, qui est assez rapide, assez joli à avoir roulé, mais qui est pas constant. Compliqué, assez compliqué pour Blake. Ouais. Et on a Bobby Lapointe du coup qui doit être en train de s'asseoir et de pleurer derrière son clavier parce que malheureusement. Il a le sourire parce que c'est le Tarn ce soir qui est représenté, donc du coup Bobby Lapointe Ouais, deux nationales Tarn et Baguette, alors c'est pour dire. Eh ben nickel. Ouais, ça enchaîne rapidement avec les 2,5. Et là, notre Français Dylan Ferrandis qui a gagné les deux manches devant Adam Cianciarulo qui fait 5 et 2. Dominé les deux manches en plus. Oui, c'est sûr. Après 3 Justin Cooper, 4 Hampshire et 5 Hunter Lawrence. Une belle place. Son deuxième. Voilà. Dis-le dans la France entière. Voilà. On peut le dire. Mon deuxième problème qui n'a pas de problème physique, je l'espère. C'est Cianciarulo, vous en pensez quoi? Je sais pas, il y a deux choses dont j'aimerais parler là, c'est de Jérémy Martin qui casse sa moto à 2 virages de la fin en première manche. Le pauvre, on l'a pas trop vu de la saison, là il était second, toute la manche il casse sa moto, je crois que c'était juste après la Rocolip, une durite qui s'est débranchée, radiateur, plus d'eau, moteur qui casse. Donc là, on a l'habitude de dire que la chance n'existe pas, mais là c'est quand même pas de chance. Ouais. On peut le dire quoi. Ouais, c'est ça. Et par contre, il a bien rebondi. Deuxième manche, il finit second. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est difficile, non, Julien, de se remettre, peut-être de se remettre dans le rythme, de pas prendre un gros coup au moral comme ça. Deuxième manche, il doit finir 3 en seconde manche. Ouais. C'est Cianciarulo qui fait 2. Ouais, mais ils l'ont pas. C'est dans cette manche-là qu'ils l'ont peut-être. Je dis une batterie, mais je confonds les deux manches. Cianciarulo, c'était en première manche, pardon, qu'il a été disqualifié pour 2 places. C'était déclassé de 2 places. J'ai 3 quand même, c'est ok. Ouais, mais je pense que ça peut être à double tranchant. Il y a des pilotes, à mon avis, qui peuvent
avoir la tête au fond du seau, vraiment être dépité quoi, après une match comme ça et pas réussir à relever la tête. Et au contraire, avec l'énervement, etc., avoir vraiment envie de bien faire et tout donner dans la dernière et avoir encore plus la rage et l'envie de gagner, quoi. Donc, je pense que selon les personnes et selon les pilotes, à mon avis, ça peut être deux situations différentes. Ouais. Ouais, exactement. Et toi, tu voulais en parler, Nico, justement, de la deuxième anecdote par rapport à Saint-Cyr-Rouleau. Ouais, je sais pas si vous avez vu les images. Vous en pensez quoi là? Qui lui enlève 2 places? C'est pour moi, c'est un peu Rappelle les faits pour ceux qui n'ont pas vu les images, quand même. Ouais, il s'est accroché un petit peu avec Martin. Il est parti sur le côté du saut. C'était juste au saut d'arrivée, il me semble. Et il est complètement dans l'herbe parce que pareil, il a sauté par-dessus les grosses banderoles publicitaires. Donc il peut pas revenir tout de suite sur la piste. Donc il met gaz en grand dans l'herbe pour revenir sur la piste. Il gagne pas de position. Il en perd pas. Pour moi, c'était pas une manœuvre dangereuse. Ils lui ont enlevé 2 places. Alors c'est pareil, hein. C'est un peu comme chez nous, tu sais, quand il y a des trucs avec la Ligue. Pourquoi 2 places? Il n'y a rien du tout, c'est pas du tout écrit dans le règlement. Ils ont décidé 2 places. La fois d'avant, il a fait les banderoles, on lui a pas enlevé 2 places du tout. Est-ce que c'est le fait que la fois d'avant, ils aient rien Voilà, dit je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt une justice par rapport à la fois d'avant. Ils se sont dit, on aurait dû peut-être faire quelque chose. Mais voilà. Ça fait pas pro comme sport, quoi. Tu te dis, on Ouais. est vraiment un petit sport. On pourrait trouver quand même des moyens, voilà, de dire, ben, si c'est comme ça, il y a telle règle à respecter. Et voilà, tu te dis pas, ouais, la fois d'avant, on n'a rien dit. Alors du coup, ce coup-ci, c'était pas autant, mais on va le pénaliser quand même. Parce que la dernière fois, il l'a fait, c'est pas bien. C'est compliqué. Compliqué qu'il n'y ait pas de règles à ce niveau-là, de règles franches, nettes. Voilà, tu sors de la piste, soit tu rentres tranquillement à l'endroit le plus proche et t'es pas pénalisé, soit tu accélères et t'es pénalisé. Il faut une règle claire, franche, nette. Sinon, c'est compliqué, quoi. Si c'est pas cadré, à ce niveau-là, comment on veut qu'à un niveau plus faible, ça soit clair et précis, quoi. Donc, voilà. Ouais, bon, en tout cas, c'est Ouais. bien parce que Ferrandis a gagné des points au championnat. On est tous d'accord là-dessus. C'est pratique. On est D'ailleurs, d'accord. je vais en parler de ce championnat. Saint-Cyr a 307 points, Ferrandis 282, Justin Cooper 281. Donc c'est serré. Pour les 3 premiers, après c'est beaucoup plus loin. Colt Nichols 204 points. Voilà. Et les motos aussi, je voulais parler de ça. Les motos en 2,5, apparemment, j'ai écouté des interviews à la fin des manches. Et Cianciarulo et c'était Hampshire disaient en toute honnêteté que les Yamaha, c'était vraiment des avions de chasse. Les Yamaha Star Racing, déjà, on le voyait sur la Rocolip et même à Red Bud où ça bouffe énormément de chevaux. Je trouve ça étonnant que des pilotes officiels avouent que la concurrence sont un petit peu meilleurs. Alors ils disent qu'ils vont travailler, que les motos vont bien, qu'ils vont travailler, tout ça. Ils ont un peu arrondi le truc, mais bon. Ça te paraît pas bizarre, toi, Julien, d'avouer ça aussi à ce niveau-là? Ouais, si, surtout à ce niveau-là, avec l'importance médiatique qu'ils ont, c'est quand même bizarre et même au niveau des constructeurs, ça doit passer ça doit peut-être pas très bien passer. Mais à vrai dire, au niveau des Yamaha, je ne saurais pas donner mon avis, j'en ai jamais essayé. Elles ont l'air de bien marcher quand même cette année, même d'origine, ils ont l'air d'avoir fait des efforts. Mais ouais, c'est quand même bizarre comme situation de On va pas monter. lancer Blaise là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il parle des Yams, il s'étend plus dessus. Donc, Ouais, Ah, j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, mais tu vois, c'est un cerveau devant avec une Kawa qui n'a pas évolué depuis longtemps. Et voilà, ouais. leurs motos sont tellement différentes. On ne peut pas trop comparer par rapport à notre propre niveau. Enfin, en tout cas, par rapport Ouais. au mien. C'est un peu compliqué. allez, on revient en Europe. Ah non, merde, on n'était pas en Europe pour le mondial. On était en Indonésie. Du coup, Exactement. Indonésie, si on commence par la catégorie pardon, MXGP, Geyser qui gagne le général mais qui fait pas le score parfait puisqu'il fait second en deuxième manche après une petite chute. Un petit peu déçu de la part de Geyser, il nous a habitués à mieux en termes de chute. Deuxième, Romain Febvre. Troisième, Glenn Koldenhoff. Quatrième, Jeremy Sewer. Et cinquième, Max Anstie. Un peu ennuyant Est-ce quand que- même ce GP, un peu assez peu de dépassements, un peu monotone. Bon, Ouais, la piste, ça te donnait envie. T'as vu des images un peu, Julien, ou pas? Ouais, j'ai vu les images, pas mal de petits sauts, de vagues, etc. C'est une piste artificielle, je crois, donc c'est sûr que ça ne vaut pas une vraie piste de motocross. Le 30 Mais autour, ouais, c'est voilà, court. c'est sûr que c'est court pour des pistes de motocross. Après, ça avait l'air quand même assez bien préparé, assez bien arrosé. Il y avait l'air d'avoir pas mal d'ornières, etc. Alors, je sais pas exactement le ressenti des pilotes, mais ça avait l'air quand même plaisant à rouler.
Après, pour faire la différence, etc., c'était peut-être pas le meilleur circuit, c'est sûr. Après, ils avaient l'air de souffrir un petit peu de la chaleur, de l'humidité, de ce que l'on a entendu, mais après, bon, Ouais, c'est on vrai a que des pays. c'était Ouais. des courses un peu fades en 450. Ouais, c'est pas faux. Alors, Ça regardez. peut arriver. Après, ça peut arriver sur d'autres circuits aussi. Oui, Hein. bien sûr. Il n'y a pas que le circuit qui fait ça, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est circuit artificiel. Après, c'est un championnat du monde. Peut-être qu'il faut un peu de tout aussi. Je sais pas trop Ouais. me positionner là-dessus, mais j'avoue que moi, je me suis pas régalé à regarder ce Grand Prix. Non, moi, je me suis pas régalé, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas tellement de la faute du circuit, parce que le circuit, c'est vrai que bon, d'habitude on dit soit ils sont pas assez défoncés, soit ils sont trop défoncés, soit ils sont pas assez larges. Là, Jamais content. il avait l'air assez large, il y avait pas mal de vagues, comme tu l'as dit, pas mal de difficultés. Bon, c'était assez fade, mais pour quelle raison, là, c'est pareil, je saurais pas le dire. C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais, dans Ouais. notre série des pilotes Yamaha, là, chaque semaine, on se demande qui va rester, qui va partir. C'est un petit peu leur story là, en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? Et chez 450. Là, c'est Romain Fèvre qui sort vainqueur de la bataille. Deuxième pilote Yam, c'est Ouais. Seawer. Et après, on a Paulin et on a Tonus qui a vraiment pas eu de chance. Quoi. Ouais. Après, je sais pas comment ça va se passer là. À ce qui paraît, 2 places vont être retirées donc chez Yamaha. Mais après, je sais pas au niveau des contrats, etc., comment ils sont positionnés. Et puis, même, je pense que les places vont être chères en Grand Prix l'année prochaine. Parce qu'il y a pas mal de pilotes de E-Demi aussi qui montent en 450. Avec l'obligation. Ouais, avec la limite d'âge à 23 ans, je crois. Donc ça va faire encore des nouveaux pilotes, tous les Jacobi, Watson, tout ça, je crois que ça va passer en 450. On le sait, je Donc sais ça- pas, mais ça. Ouais, c'est je crois qu'ils sont 5-6 à devoir monter, même Prado, bon, même s'il devrait rouler chez KT en 450 l'année prochaine. Mais ouais, ça va faire aussi du monde en plus. Puis donc un Team Yamaha qui se retire et ça réduit les places. Donc ouais, à voir ce qui va se passer l'année prochaine, mais c'est sûr que ça va être intéressant de regarder ça, je pense. En tout cas, C'est une coïncidence que tu redescendes en 2,5 ou... Non, non, du tout. On n'est pas au mondial encore. Hein. En tout cas, championnat quasiment joué. Team Geyser à 510 points. Derrière, on a Antonio Cairoli qui ne reviendra pas, qui a 358 points. Donc ça veut dire que le second, Jérémy Seawer, qui va passer second dans pas longtemps, a 345 points. Donc on passe de 510 points à 345 points. Je ne sais pas si c'est du déjà vu. Si on a un Jean-Christophe Baschetto ou un autre Wikipédia du motocross des années précédentes, mais en tout cas, là, avoir autant de points d'écart entre le premier et le second à mi-championnat quasiment, ça a été rarement vu, je pense. Bon, Jérémy Seawer s'en sort bien, du coup, il va être second. Un autre qui s'en sort très très bien, c'est Gauthier Paulin, qui ne fait pas des performances exceptionnelles, mais au final, il a 334 points et il est quatrième. Juste devant Arnaud Tonus, qui a perdu pas mal de points et qui est cinquième avec 305 points. C'est vrai que les pilotes de derrière, là, aux alentours de la 3, 4, 5e place, font pas mal d'erreurs, ont pas mal de difficultés, et du coup, ils prennent pas mal de retard sur Team Geyser. Et c'est vrai que, voilà, on s'attendait pas à avoir, enfin, moi en tout cas, je m'attendais pas à avoir Gauthier Paulin aussi bien placé, parce qu'il fait tout le temps des places aux alentours de la 8, entre 8 et 5, voilà, souvent, aux alentours de ces places-là. Là, sur cette épreuve, il fait, je ne l'ai pas sous les yeux, il fait 7 et 5, voilà. 7 et 5. Bon. Ouais. Voilà. Ouais, c'est. Ouais. T'en penses quoi, toi, Julien? Quand tu vois le classement général, c'est vrai que ça peut surprendre un peu. Même Jérémy Seawer, hein, il n'a pas gagné de manche, c'est un gars qui est régulier. Il monte en puissance quand même. Jérémy Seawer et Arnaud Tonus sont en train de nous monter en puissance quand même. Ouais, mais même, tu vois, Seawer, j'ai l'impression que c'est moins de coups d'éclat quand même que Tonus encore. Il est un peu plus en retrait, mais il a été vraiment régulier. Puis, il le disait aussi dans des interviews hein, sur MX Vice, il disait qu'en 4,5, il faut accepter de faire 7-8. Si tu fais 7-8, c'est pas grave, parce que devant, tu as des mecs comme Cairoli, comme Geyser, comme De Salle, c'est quand même des gars, si tu pars derrière eux, ça va être très difficile d'aller les chercher. Donc je pense qu'il a la bonne mentalité quoi, pour scorer gros au championnat et il le prouve. Là, un paquet de blessés quand même cette année. Je sais pas ce que t'en penses toi, Julien, mais beaucoup de blessés. C'est ça, un paquet de blessés, mais ça fait quand même des manches ouvertes, comme on voit voilà, les changements de position. Et c'est ça aussi qui fait l'écart peut-être avec le championnat, avec un Team Geyser qui est tout le temps devant, même s'il chute ou quoi, il revient tout le temps devant. Et des pilotes comme Paulin, Tonus, Seawer,
voilà, un coup score une 10e place ou un coup un podium, etc. Et c'est vrai qu'il y a tellement de pilotes en MXGP, rien que pour entrer dans les 20, je pense que c'est vraiment compliqué. Un peu moins maintenant, là, en fin de saison, entre guillemets, où, comme on dit, il y a pas mal de blessés. C'est vrai que je pense que les pistes sont de plus en plus rapides. Des fois, une préparation un peu limite. On a vu en Russie, par exemple, où il y a eu vraiment pas mal de crashs. Ouais. Donc à voir. Je pense que ouais, les pistes sont rapides, les pilotes vont de plus en plus vite et c'est vrai que ça réduit le nombre de pilotes au fur et à mesure de la saison. Ouais. Ouais, en tout cas, en 2,5, on a nos Français qui brillent pas mal avec Tom Vial et j'ai plus le Maxime nom. Renault. Et ouais, voilà, Maxime Maxime Renault, Renault. pardon, ouais, Maxime Renault Ouais. qui font de très beaux résultats. Maxime Renault d'ailleurs qui n'est pas dans le top 10, ce que j'étais en train de regarder en même temps, qui n'est pas dans le top 10 du championnat. Par contre, il fait de belles performances. C'est dommage qu'il lui manque un peu de constance, qu'il n'arrive pas à scorer gros à chaque manche. Mais il a le niveau pour être dans le top 5, aux alentours de top 5-6 au championnat. Donc ça se passe bien pour ces deux pilotes qui sont en train de monter en puissance, d'élever leur niveau et de prouver qu'ils sont là, quoi. Ils sont au rendez-vous. Ouais, ça c'est top. Même ils sont en train de se confirmer le guidon, je pense aussi pour l'année prochaine. Oui. Et ça, je pense que tous les pilotes commencent à le regarder un peu au niveau des Grands Prix. À mon avis, ça discute pas mal pour l'année prochaine. Même Mathis Borami qui roule devant aussi régulièrement, quoi. Donc c'est top. Après, j'espère que Brian Moreau va accrocher le top 5, les podiums assez rapidement maintenant, parce que je pense qu'il en est capable et que rester consistant sur un week-end, il en est capable. On le voit faire des bons chronos, des bonnes manches qualif ou quoi que ce soit. Et j'espère qu'il va confirmer maintenant en manche, ouais, puisque je pense qu'il est capable de rouler comme les Vial, Renault, etc. Tous les Français qui roulent devant en ce moment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il lui manque ce petit truc juste à Brian, le petit truc qui fait que, je sais pas, il va avoir cette sagesse d'esprit, des fois, de rouler peut-être une demi-seconde moins vite, mais par contre, de rester sur ses roues. Rester Ouais. sur ses roues pendant ces 30 minutes. C'est dommage qu'il ait pas ça, c'est vraiment dommage parce il a la vitesse, il a l'air d'avoir le physique, il a l'air d'avoir 80% de tout ce qu'il faut pour être à très haut niveau. Ces 20%, je sais pas, ça se joue sur quelques petits détails, des chutes, des petites choses comme ça, un énervement peut-être, on le sent agacé quand il est pas devant. Et c'est dommage qu'il se pose pas de temps en temps, qu'il travaille pas un peu sur ça, sur sa petite partie. Alors je sais pas, nous, on voit ça de l'extérieur, peut-être que c'est pas ça, mais Oui. voilà. Je sais pas Ouais. ce que t'en penses toi Julien, si tu le connais mieux que moi ou Ouais, je le connais un petit peu. Après, il a toujours été comme ça et c'est son caractère, je pense, qui est comme ça. Mais c'est sûr que s'il veut passer le petit cap qui lui manque, je pense qu'il faudra qu'il arrive à corriger ce truc. Il doit y travailler, à mon avis, parce que je pense qu'il est bien entouré, etc. Mais c'est vrai que, à mon avis, tant qu'il corrigera pas ce petit détail, ça concrétisera pas. Donc, à voir. Ouais. Mais j'espère que ça arrivera rapidement. Ouais. Ces festivals de commentaires et de questions de la part du champion de France national, tout Ah. fraîchement titré Caroline Fonvieille. On a aussi Hugo Manzato, on a ton frère. Bon, il y a du monde qui commente, tire à lire. Hein, de toute façon. Malheureusement, Ça toutes les marche. questions, on peut pas les lire en live, mais Ouais. tu pourras y répondre si tu veux. Allez. Et mais Blaise, je Oui. pense que c'est pas mal, non? On a débriefé, mais il manque quand même un petit truc là. Bah oui, je vais te le dire. Il nous manque la question du jour. Aïe, 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 la voici. La question du jour. Eh oui, la question du jour, elle est présentée, tu le sais, Julien, elle est présentée par les magasins CBO à Toulouse et à Agen. CBOgroup.fr, cbopars.com, on les retrouve partout, dans la galaxie Internet aussi. Et surtout, iTracing, toi, tu as eu l'occasion de faire un team familial, un team de Bemo Raco, et tu sais très bien que si on n'a pas de belle déco, eh bien, on peut pas aller vite. Donc C'est ça, Pas possible. tu vas expérimenter avec iTracing. On peut remédier à tout ça et avoir la vitesse de Blaise passer de 50 à 0 en 9 virgule. Et c'est... Allez, je plaisante, j'arrête avec ça, mon pauvre. La question du jour, elle est pour Julien. Et pour toi, on va parler Supercross encore un petit peu dans cette question. Quel est le meilleur moyen de débuter en Supercross quand on n'a pas de piste chez soi? Donc, quand on n'a pas de piste chez soi, je pense que c'est déjà d'avoir un bon niveau en motocross. Je pense que c'est quand même requis pour pouvoir faire du supercross. Se sentir à l'aise avant de passer en supercross.
Et puis après, selon le lieu où on habite, etc., c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué, puisqu'on n'a pas des pistes à proximité à tous les coins de rue. Mais par exemple, que ce soit pour une région où moi je suis pas très loin, c'est l'Hérault, où on a. Enfin, l'Hérault, c'est un peu plus dans l'Aude, je crois, mais il y a des pistes comme Lunel ou Beauvoisin ou des pistes assez rondes qui ressemblent à un supercross avec une série de whoops par exemple, mais où il y a des ouvertures régulières, etc. Et c'est des pistes assez faciles qui sont quand même, enfin qui en font quand même un terrain de supercross, un vrai terrain de supercross. Mais je pense que voilà, il faut d'abord s'essayer sur des circuits comme ça avant d'aller sur des vrais circuits, des grands circuits, des vrais circuits de Supercross. Mais donc, ouais, je pense qu'il faut d'abord passer sur des circuits un peu plus faciles, prendre ses marques sur des circuits comme ça avant de se lancer direct sur un vrai Supercross. Et voilà, après, je pense qu'en Supercross, il faut vraiment prendre son temps, y aller petit à petit, étape par étape, et pas se précipiter parce que une erreur, c'est vite arrivé et on la paye cash en Supercross. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, y aller petit à petit, être toujours concentré sur ce qu'on fait. Et puis voilà, même si on débute petit, c'est encore mieux, je pense. Moi, j'aurais dû en faire un peu plus petit, je pense. Et on voit là la mise en place aussi de la SX Six Academy. Academy, ouais. Ouais, voilà, avec les catégories 85 et 125. Je pense que c'est bien pour l'avenir du Supercross aussi, avec des pistes réalisées par Cédric Lucas qui sont toujours au top, bien rondes comme il faut, qui fait attention à tous les détails pour qu'elles soient pas trop dangereuses et tout. Donc je pense que ça aussi c'est un bon point pour débuter. Et voilà, mais en tout cas, ce que je dirais vraiment, c'est prendre son temps et voilà, être toujours lucide, concentré et vraiment faire ça petit à petit. Ouais, un très bon niveau en motocross pour très bien connaître sa moto et après passer sur du supercross facile pour ensuite arriver à tout passer sur du plus facile et passer sur du Ouais, au pire, fur et à quoi. mesure, Ouais, ouais, c'est faire ça. progressivement Ouais. et tranquillement. Après, après, pas vraiment un bon niveau en motocross, mais être sûr de ce que tu fais en motocross, être vraiment à l'aise en tout cas avec la moto et en tout cas se sentir prêt pour faire du supercross plutôt que d'y aller pas trop confiant hein, et faut vraiment pas y aller à moitié en supercross parce que c'est là où ça pardonne pas quoi. Qu'est-ce que tu travailles toi concrètement? Est-ce que tu travailles quand même la technique encore en supercross, à mettre des cônes, travailler des trajectoires, ou est-ce que tu fais des sessions où tu fais 20 minutes, tu prends la même trace et tu fais les mêmes enchaînements? Euh, Qu'est-ce que tu travailles concrètement? le fait de rouler pas mal dans la semaine, ça me permet de faire pas mal de choses. J'essaye de souvent diversifier les entraînements. Je pense que le travail technique, c'est toujours aussi important parce que si on fait des tours, des tours, des tours, on rentre souvent dans un faux rythme et puis on n'évolue pas sur des traces, sur des trucs techniques qu'on pourrait évoluer. Donc je pense que ça reste quand même important de le travailler, de se donner les moyens de réussir. Et puis de faire des passages, par exemple, dans un virage ou quoi que ce soit, on se concentre à fond sur le virage et on donne vraiment tout quoi, à chaque tour. Et c'est ça aussi qui nous permet de progresser, je pense. Après, au niveau du physique et des tours, je pense que là, il faut varier le plus souvent possible. Ça m'arrive de faire des manches de 10 minutes pour être prêt pour les finales du SX Tour. Mais aussi de faire des travails répétitifs, par exemple, où on fait une séance de 3 tours, on le répète 3 fois d'affilée avec le temps d'activité égal au temps de repos, avec des travails comme ça un peu différents, des pyramides aussi, où vous devez savoir ce que c'est, ou alterner des séances chrono aussi. Moi, j'ai souvent du mal au niveau des chronos. Donc voilà, j'essaie d'en faire le plus souvent possible pour voilà, travailler ses chronos, travailler le rythme. Je pense que voilà, un travail global où on touche un peu à tout, ça permet d'avoir une préparation optimale. Et c'est pour ça aussi que, comme je le disais précédemment, j'aime bien rouler 3 fois par semaine un supercross, quoi. Pour avoir le temps de faire tout ça. Ouais. Ouais, voilà. Et ça me permet de ne pas se lasser, de voir des choses différentes et de se faire plaisir tout le temps sur la moto. Parfait. Bon, mais merci beaucoup en tout cas, Julien.
Et oui, merci à vous de m'avoir invité, c'était top en tout cas. Ben, c'était cool. Franchement, ça fait plaisir. On va voir cette belle plaque rouge sur ta moto. J'espère que tu vas la garder jusqu'au bout. Ouais, C'est cool. j'espère. On t'a vu grandir, donc c'est top. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, tu es un pilote sympa. C'est difficile hein, en faisant des études à côté et tout. Donc c'est cool. Tu es motivé à bloc. Ça nous fait plaisir de te recevoir. C'est la Et deuxième oui. fois. Et Ouais. le premier live est sur YouTube pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et j'espère qu'au troisième live, on le fera en direct des US. Allez, c'est parti. Dans tous les cas, on fêtera une belle place au Supercross de Paris, ça c'est sûr. Ouais, j'espère. Ça sera sympa. Allez, ça Allez. marche. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour les autres. Et bonne semaine à toi, Julien. Ouais, à vous aussi, merci beaucoup. Ciao, Allez, ciao. merci. À bientôt tout le monde. Salut.